un livre, ça coûte pas grand-chose, ça peut changer ta vie en fait. Ça peut changer qui tu es, ça peut changer ton regard. C'est un choix, c'est un acte, c'est une transgression, c'est une liberté de pouvoir passer 10 minutes dans un livre, dans un autre monde, sans se laisser polluer par tout ce qui se passe autour. Peut-on définir une personne à partir des livres de sa bibliothèque ? Pour répondre à cette question, votre libraire a pris des risques. Entrez dans le cabinet d'un psychanalyste. Mais le risque, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous déplace et nous entraîne sur de nouveaux chemins. C'est ce chemin qu'a emprunté Sacha Perrine, l'invité de ce nouvel épisode. Son nom peut-être ne vous dit rien encore, car il publiait le 8 février dernier son premier roman aux éditions Robert Laffont, Entendre nos fantômes, un polar qui nous transporte dans le sud de la France dans les années 80, où des crimes mystérieux surgissent dans l'entourage d'une psychanalyste. Écrire un premier roman, c'est une prise de risque aussi. Alors, Sacha a pris cette route avec celles et ceux qui sont passés là avant lui, les auteurs et autrices dont les textes ont forgé son univers. Leurs textes sont là, justement, présents, près de lui, dans son cabinet, où la conversation avec eux ne s'épuise jamais. Il dit que d'habitude, rien ne sort de ce qui est confié dans le cabinet d'un psy. Alors, il ne vous livrera pas mes secrets, mais pour cet épisode des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, permettez-moi de faire une exception et de vous confier quelques-uns des secrets de lecteur de Sacha Perrine. Bonjour, Ça va? Salut, ça va? Avec impatience. Oui, j'attends, je suis un peu en là dans la salle. avance. J'arrive. À tout de suite. Tu me juges si je m'assois par terre ou pas? Ah, pas du Comme tout. ça, je suis pas, parce que je me sens loin, sinon... Ah non, est-ce que tu veux que je t'apporte une chaise? Non, j'aime bien Tu être t'aimes par bien terre. être par terre? Ouais, j'aime bien être par terre. Ok. Si toi, ça te gêne pas. Pas du Est-ce que tu peux peut-être juste nous redire où on est et pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Alors, on est, on va dire, dans mon antre d'écriture. Ok. Et on est à l'endroit où je reçois des patients. Et donc c'est un peu étrange parce qu'à la fois c'est un lieu profondément intime et en même temps après ça s'ouvre à l'intimité des autres. En fait la seule chose qui sort d'ici ce sont des livres puisque le livre devient public d'une certaine manière. Mais en dehors de ça rien ne sort d'ici. C'est hyper bien rangé. C'est vrai? C'est ta bibliothèque boulot ou c'est ta bibliothèque, c'est une bibliothèque perso que tu peux lire entre chaque rendez-vous? Alors c'est difficile de se répondre parce que c'est Est-ce que tu peux- ouais, tu mélanges. c'est les deux en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait j'ai deux bibliothèques. J'en ai une chez moi, j'en ai une ici. Mais si tu veux, elles se parlent un peu, elles communiquent entre elles. Je ramène des bouquins d'ici, je les ramène là-bas. Alors celle-là est quand même plus psy. Ok. Notamment en haut où voilà il y a beaucoup il y a pas tous mes bouquins de psy mais on va dire qu'il y a les bouquins les plus Dont tu te sers pour importants. travailler? Voilà. Et puis en dessous il y a les romans en mode folio on va dire. Et puis encore en dessous t'as un peu les livres qui m'aident quand je suis bloqué ou quand j'ai besoin de m'inspirer un peu. Donc tu vois t'as le Écrire la vie d'Annie Ernaux, t'as le Jean-Philippe Toussaint. Mais t'as aussi mes carnets, voilà, les journaux, Enfin, bon, non, mais globalement, ça a l'air bien rangé, mais en vrai, c'est un peu le... Ok. Il y a le Comte de Monte Cristo aussi, qui est un livre qui est très important. Pourquoi qui est très important, celui que tu citais juste avant? Parce que je trouve que c'est vraiment le livre tu vois, d'un personnage qui descend au plus bas du plus bas de ce que tu peux trouver dans la vie en termes de dépression, de désespoir, puisqu'il est enfermé dans une espèce de bagne, quoi. Et qui ne va réussir à en sortir qu'en se faisant passer pour mort, donc tu vois, c'est quand même très intéressant. Et qui va réussir finalement à revenir dans la lumière, mais sous un autre nom sans que personne sache que c'est lui. Et il va réussir finalement à se venger de tous ceux qui l'ont trahi, Donc je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Donc voilà, la bibliothèque à la maison, elle est assez différente. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'est pas ici, qui est très 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 important, c'est ma collection de Pléiades. Ah, Ça c'est très important. une collection vraiment. Enfin, j'essaye. Ok. Parce que vu le prix, si tu veux, ça prend beaucoup Ça prend beaucoup du de temps, mais c'est une collection qui D'être un c'est la parent, grande tu d'une vois. vie. Voilà, Ouais. c'est ça. Et les Pléiades sont par ordre alphabétique, mais ça commence quand même par le plus important de tous pour moi, qui est Albert Camus. Ok. Voilà, ça c'est vraiment, j'en ai... C'est le premier que tu aies eu en j'en ai Pléiade? trois.
Oui, c'est une amie qui m'a offert la première Pléiade. Et en fait, j'ai découvert ça grâce à elle, et j'y suis rentré par les carnets. Et ça, pour moi, ça a été la révélation. Aujourd'hui, tu vois, c'est comme la Bible, pour moi. Les carnets de Camus? Vraiment. Surtout dans la Pléiade, ce qui a un côté très sacré, tu vois. C'est-à-dire que dans la Pléiade, tu peux pas, sauf si Tu le fais sauf pas. si t'aimes les sacrilèges, mais pour moi, tu peux pas corner, tu peux pas dessiner, tu peux pas noter des trucs, c'est impossible. Tu le fais pas dans tes Pléiades. Jamais. Mm. Jamais. Je peux pas. Et les Pléiades que t'as, ce sont des livres que tu découvres en première lecture dans la Pléiade ou que tu rachètes ensuite une fois que tu connais très bien un auteur et que tu as envie de le garder comme une sorte de, je sais pas, relique ou... Ça m'arrive de les découvrir. Par exemple, Camus, honnêtement, je crois qu'à part L'étranger, j'avais très peu lu Camus. Mais c'est vrai que souvent, quand même, je peux dire que je découvre les auteurs. C'est plutôt souvent des livres que je ne connais pas. Ok. Et j'aime bien ça. Et tu vois, alors, par exemple, Kessel, j'avais beaucoup lu en poche et en folio. Et j'ai redécouvert Kessel complètement via la Pléiade. C'est-à-dire, j'ai découvert la richesse de son œuvre, tout ce qu'il a écrit, les reportages. Voilà, et pour moi, c'est... alors, comme Camus, mais d'une autre manière, c'est un peu l'écrivain absolu. C'est-à-dire qu'il a tout fait, quoi. Il a tout fait. Il a inventé, il a les reportages, il a... Est-ce qu'il y a besoin d'instaurer des moments pour lire pour toi ou est-ce que c'est n'importe quand, n'importe où, quand un livre est avec toi? Alors, déjà, ce que je peux te dire, c'est que depuis que, on va dire, sans rentrer dans les détails, j'ai une vie familiale, Ok. évidemment, je suis en manque constant de lecture. Très bien. Donc, je vis dans une frustration Tu lis pas assez donc permanente. pour toi, Non. pour ce que tu voudrais. Non. Mais je suis un obsédé de la lecture. C'est-à-dire, si tu veux, je lis 10 livres en même temps. Et donc, j'en ai 5 à la maison, 5 ici, j'en ai dans le métro, j'en ai dans le train. Tu arrives à lire en même temps. Que j'essaye, mais avec une grande frustration. Donc, j'apprends là, depuis cette nouvelle vie, on va dire, qui a commencé il y a 3 ans, j'apprends à lire par petites gorgées, par petites touches, à m'en satisfaire. C'est vrai que je lis plus de polars, de thrillers, je lis plus de livres dans lesquels tu rentres plus facilement. Mais donc j'en lis plein, j'ai 50 000 marque-pages, j'ai 50 000 livres. Ce qui est important pour moi, c'est de pas s'arrêter. J'ai besoin de cette nourriture, tu vois, constante. J'ai vraiment besoin du livre. Donc ce week-end, tu vois, je suis encore allé dans une librairie, je peux plus faire autrement. Et j'ai encore acheté un livre, tu vois, j'ai acheté Être à sa place de Claire Marin. Et alors j'ai acheté ça parce que il y avait 15 000 autres livres que je voulais acheter, en particulier des romans, des polars, des nouveautés, des machins. Alors, et donc je vois ce livre et bon voilà, puis je discute avec la libraire à Versailles et elle me dit ah oui c'est génial. Et c'est un livre dans lequel Claire Marin explore justement qu'est-ce que c'est que de trouver sa voie, d'être à sa place. Finalement, c'est ce que j'ai compris un peu du début et ça rejoint évidemment beaucoup de thématiques autour duquel moi je travaille. Qu'est-ce qui nous empêche de trouver notre place ? Qu'est-ce qui nous empêche de penser ? Qu'est-ce qui nous empêche de... Comment on est finalement tous enfermés dans une tyrannie que j'appellerais tyrannie téléphonique et comment on peut trouver un équilibre dans ce monde-là pour réussir à se trouver soi, à savoir qui on est. Et il y a aussi autre chose qu'elle a dit qui m'a marqué dans le tout début, puisque j'ai lu que ça, c'est comment justement, là, tu vois, la question de la place est une question qui est un peu comme celle du bonheur, finalement, n'est jamais fixe. Tu parlais d'un choix à faire quand tu vas en librairie, mais tu pourrais aussi emprunter des livres, est-ce que tu le fais ? Alors non, je ne le fais pas. Pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai besoin de tout annoter, de tout souligner. Voilà. Et du coup, encore une fois, le seul livre où je prends pas de notes, c'est les Pléiades. Mais du coup, tu vois, quand même, je prends des photos et je note des choses. Hein. Quand tu es écrivain, ou quand tu écris des polars, ou quand tu lis des polars de grands auteurs, il y a forcément des moments où tu apprends et où tu te dis, mais c'est incroyable ce truc. Évidemment, tu vas pas faire pareil. Et tu les gardes tous ceux que tu as eu à un moment dans ta vie restent avec toi. Tout. Tu ne les donnes pas, tu ne les prêtes pas. Non. Tu ne prêtes pas tes livres ? Alors, si. Non, en fait, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de jugement dans cette question. Non, il y a deux teams. Il y a ceux qui prêtent jamais et ceux qui... Ouais, non, ce que je t'ai dit avant n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que, en fait, ça m'arrive d'accepter qu'on me prête un livre ou d'emprunter un livre. Qu'on t'en prête à toi ? Oui, D'accord. mais je préviens tout de suite la personne et je lui dis
est-ce que ça te va, si c'est une personne évidemment qui prend aucune note, si je te rachète après un nouveau et que je te le redonne et que moi je garde celui-là parce que je vais prendre plein de notes dessus. Ok. Par contre, non, moi en fait je rachète le livre dans une librairie et je l'offre. Tu l'offres, ok. Mais je le prête pas. Tu préfères offrir Ouais. un livre que tu as Je aimé préfère. Je préfère parce que moi il y a trop de choses dedans. Puis c'est perso en fait, c'est très privé, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a, puisqu'on est sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a des livres très importants pour toi que tu offres régulièrement ou est-ce que ça dépend des périodes? Quel livre tu aimes offrir par exemple? Oui, alors attends, comme j'ai une mémoire moyenne parfois, je vais te dire. Ceux que j'offre très souvent. Attends, je te suis. Alors attends. Indépendamment de l'actualité par exemple. Moi j'ai pas mal de gens, d'amis, tu vois, qui écrivent ou qui veulent écrire. Donc c'est vrai que c'est souvent des livres autour de l'écriture. Par exemple, tu vois, ce livre-là, je l'offre souvent. De Marguerite Duras. Voilà, Écrire de Marguerite Duras, tu vois, je le lis souvent. Tu vois, Tu le relis? Je le relis souvent. Ouais. Tu vois. Par exemple, ça, se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Être sans sujet aucun de livre, sans aucune idée de livre, c'est se trouver. Se retrouver devant un livre. Une immensité vide, un livre éventuel devant rien. Tu vois, ça c'est extraordinaire, parce que c'est quand même ce que tu ressens à chaque fois que tu te mets à ta table de travail quand tu écris le matin. Cette solitude-là, d'aller chercher au fond de toi. C'est ça, tu vois. Donc tu vois, il y a plein de phrases qui sont soulignées, mais j'en ai 3 en fait. Des comme ça. J'en ai un à la maison qui est intégralement souligné. J'en ai un ici, tu vois, que j'ai commencé à relire, mais qui est pas fini. Tu as 3 exemplaires d'Écrire de Duras, tu veux dire? Ok. Donc ça, c'est un livre que j'offre beaucoup. Après, évidemment, il y a celui-là, La Fêlure. Extraordinaire. Ah, je le connais pas celui-là. La Fêlure de Fitzgerald. Alors ça, c'est dingue. Non, ça, c'est génial. Alors, c'est un livre de Fitzgerald avec des... En fait, c'est une série de nouvelles. Okay. Voilà. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, on en revient un peu au Comte de Monte Cristo, c'est que si ma mémoire est bonne, c'est un livre qu'il a écrit à un moment où il était dans le désespoir le plus total. Je crois que ses livres marchaient plus. Et un éditeur lui a dit finalement de parler de lui. Et alors, notamment, tu as une phrase qui est dingue. Alors, tu vois, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Et donc, c'était mon système d'avant. Raison pour laquelle j'ai changé de système. C'est que ce sont des cornes et pas soulignées. Donc, si tu veux, c'est extrêmement agaçant. C'est des toutes petites cornes. Voilà. Attends, non. Parce que ça, comme c'est une phrase très importante. Ah là, ça c'est extraordinaire. Mais tu connais cette phrase. Tu la connais forcément. Et les lecteurs, je pense, la connaissent. Une observation d'ordre général avant que je ne poursuive cette histoire. Ce qui caractérise une intelligence de premier ordre, c'est son aptitude à garder simultanément à l'esprit 2 idées contradictoires sans pour autant perdre sa capacité à fonctionner. Et là, nous avons la phrase extraordinaire. On devrait, par exemple, être capable de voir que les choses sont sans espoir et pourtant déterminé à les changer. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est magnifique, mais non, je ne connais pas cette Et donc, phrase. c'est dans La Fêlure qui a donné le titre à ce livre et qui est sa nouvelle la plus connue, je crois. Qui est au cœur du livre. Voilà. Tu laisses les marque-pages dans les livres une fois que tu les as terminés? Toujours. Un marque-page est associé à un livre. Ouais, bon, ça, évidemment, tu connais, je vais pas être 4 heures là-dessus. Un lieu à soi de Virginia Woolf. Bon, ça, forcément, tu vois, celui-là, il est assez... Oui, il est souligné de partout. Il est assez souligné, côté obscur. J'aime mieux cette traduction du titre d'ailleurs, du lieu à soi plutôt que de la chambre. Moi aussi, je suis d'accord. La fiction doit coller aux faits, et plus vrais sont les faits, meilleure est la fiction, c'est ce qu'on dit. Il y a plusieurs strates de lecture, c'est-à-dire dans ce que tu soulignes, est-ce que ça correspond à des lectures et des relectures Je pense, mais c'est bizarre parce que tu vois, on sait plus après, je crois. Oui, mais c'est pas grave si tu sais plus, mais toi, à chaque fois que tu le lis, tu retrouves quelque chose. C'est-à-dire que tu lis pas les mêmes choses, tu sais, parfois tu découvres des choses que tu ne connaissais pas. Parfois, tu as souligné des choses que tu trouvais à une certaine époque géniales et qu'en fait, tu trouves plus sans aucun intérêt. Parce que tu as complètement dépassé ça. Donc oui. Mais tu relis beaucoup alors tes livres. En tout cas, ces livres-là, oui. Ouais. Tu vois, ces livres-là. T'as besoin de t'y replonger de temps en temps. Tout à fait. Mes livres, c'est vraiment un compagnon, quoi. Exactement. Il accompagne un moment de ta vie. Tout le temps. Exactement, tu vois. Alors là, attends, dans ce livre de Murakami, Profession romancée, il y a encore une autre façon. Je vois des post-it. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le type est fou. Parce que ça, je pense que c'est une époque plus proche, où tu vois, j'ai amélioré, mais c'est pas encore le truc final, parce que dans le processus final, si tu veux, j'écris des choses là-dessus pour m'y retrouver. Et alors moi, Camille, c'est un livre assez fascinant, attends... Alors, il y a beaucoup de choses qu'il dit.
Ah voilà, là, j'ai mis 3. Alors tu vois, quand je mets 3 plus, c'est que c'est très important, on va voir. Peut-être que c'est nul en fait. Écrire un roman, c'est comme passer une année entière à fabriquer à l'aide d'une longue pince un modèle minuscule de bateau inséré dans une bouteille. Là, il y a trop de choses soulignées, tu vois. C'est incroyable celui-ci. J'ai il y a fait des erreurs là. Mais non, mais parce que ça te parlait au moment où tu le lisais. C'est ça. Le roman est une longue marche. Tu vois, c'est intéressant. C'est beau ça. Exactement. Et alors, pardon, ça c'est une question très très intéressante. Je vois le Ulysse de James Joyce. Oh, Est-ce que tu l'as lu en entier, Oh non, mais Sacha? quelle horreur. Non. Pardon. Non, excuse-moi, là je vais me faire insulter par tout le monde. Mais pas du tout. Je suis Je pense que désolé. c'est le livre qui est cité quand les gens disent le livre que tu n'as pas réussi à finir, mais dont tu non. te dis qu'un jour faudra le lire Ah peut-être. non. T'as commencé. non. Et Ouais. je vois quelques cornes quand même. Alors attends, qu'est-ce que j'ai souligné? J'ai souligné des choses. Sur ses sages épaules, à travers la marqueterie du feuillage, le soleil semait des paillettes de virevoltants écus. Mais c'est sublime. Voilà, donc tu vois, Mais tu vois, même s'il ne devait en rester que ça, Voilà. ce serait pas une lecture inutile. c'est ça. Ouais. Enfin voilà, t'en as plein, je vais pas te C'est faire pas l'article mal. de tout, mais... Ah, puis Lynn Papin, j'adore Lynn Papin, regarde. Alors ça c'est des livres... Non, parce que là, tu vois, il y a que des gens morts, c'est un peu embêtant. Non, alors, Est-ce que tu offres des livres de gens vivants? je ne lis pas que des gens morts, je lis aussi... Alors tu vois, voilà, Les Eaux des filles. Ah, avec le Roman système post-it. contemporain magnifique que j'adore, avec 50 000 choses partout, tu J'aime vois, qui beaucoup sont... Lynn Papin aussi. Ah ouais, vraiment, et puis c'est une personne formidable aussi. Est-ce que c'est une quête des origines? Oui, Est-ce que c'est ça. Ah voilà, regarde, par exemple, tu vois. On ne naît ni par hasard ni nulle part, on est neuf, entouré d'anciens os. Dans le cœur et dans le ventre, il y a les os de la guerre, de la grand-mère, les os de vétérane. Il y a les os laissés par les bombes, les os d'une vitesse, de 3 filles, les os des noms NON qu'elle leur a dit. Il y a les os de Hanoï, les os du premier fils, les os de ses pensées. Il y a ces os qu'on n'avait pas désirés et qui vont, quoi qu'il en soit, se former. Il y a ces os qu'on ne connaît pas, qu'on porte sans savoir, qui vont tout déchirer. Tu vois ? tout ce qui nous constitue en fait. C'est magnifique. Ouais, c'est très magnifique. beau. Les os des filles, je peux pas te dire, parce que si tu lis le livre, tu verras, mais c'est quelque chose de poignant qui est lié à justement sa culture vietnamienne. Et c'est un livre vraiment extraordinaire, Les os des filles. C'est bouleversant. Et il y a quelque chose qu'elle dit, Lynn Papin, que je trouve vraiment... Elle dit, l'écriture, c'est la meilleure machine à remonter le temps qui existe. Et c'est vrai, finalement. Oui, c'est vrai. C'est un pouvoir formidable. Voilà, écoute, je vais pas te... C'est super. parce que ton podcast, il dure pas non plus 24 heures. On pourrait faire plusieurs épisodes, tu sais, peut-être que ce sera une prochaine... Je vais juste prendre un verre d'eau. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on pourrait remonter un petit peu dans le temps. Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu es entrée dans la lecture? Est-ce que tu te rappelles des Tu veux pas un coussin, ça Non. T'es sûr, t'as pas Je te jure, ça va. Est-ce que tu te rappelles des premiers livres que tu as aimé lire et comment la lecture est arrivée dans ta vie? Il y a plusieurs questions, mais je te laisse répondre comme tu as envie. Comment c'était lire enfant pour toi? La lecture, elle est arrivée déjà par le fait qu'il y avait toujours beaucoup de livres partout. Chez toi? Ouais. Ok. Il y avait beaucoup de livres. T'étais entourée de livres? Ouais. Que dans la bibliothèque familiale, il y avait aussi beaucoup de livres. Beaucoup de vieux livres, de livres contemporains. Et je me souviens que j'étais souvent assis à une table à manger et que la bibliothèque était juste derrière. Et je me souviens enfant que souvent, tu vois, par hasard, je prenais un livre comme ça et je le regardais. Et ce que j'ai lu en premier, c'était ce qui traînait. Donc c'était beaucoup tout ce qui était, tu vois, Bibliothèque Rose, le Club des... Club des 5? Le Club des 5, les bibliothèques vertes, voilà, tous ces livres-là. Et dans la famille, je sais que on allait tout le temps dans la librairie, c'était un rituel, on achetait énormément de livres. En fait, la lecture était présente de plein de manières et tout le temps. Et donc le goût de lire est venu aussi naturellement, finalement. T'as pas eu besoin de le nourrir? Non. C'était déjà là. C'était déjà là, ça a toujours été là. Est-ce que tu arriverais à dire, à exprimer ce que ça te procure comme sensation de lire? Qu'est-ce que ça te fait de lire et comment tu te sens quand tu ne lis pas? Je serais davantage capable d'y répondre par la deuxième partie. Vas-y. Je sens un manque, vraiment. Je sens un manque profond. Je trouve qu'en plus,
la lecture fait un bien fou, mais j'allais dire encore plus à notre époque. Parce que je trouve que lire, aujourd'hui, est la transgression la plus forte qu'on puisse faire à l'époque. La transgression, C'est une fort comme mot. transgression Ouais. de lire. Moi, je remarque souvent ça. Parce que ce soit quand tu es en famille, que ce soit quand tu es en vacances avec des proches, c'est tout à fait normal de passer ta vie sur ton téléphone. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que tout le monde fait en permanence, tout le temps. Par contre, quand tu prends un livre et que tu te mets dedans, les gens se sentent un peu exclus. T'as raison. Ils trouvent ça bizarre. Et je trouve ça extrêmement, à la fois jouissif, transgressif. Mais c'est vrai que, en fait, rien ne remplace un livre, parce que tu rentres dans un univers, tu rentres dans un monde, parce que moi j'ai vécu ça avec beaucoup de livres, et heureusement je le vis encore. Un livre, ça coûte pas grand chose, ça peut changer ta vie en fait. Ça peut changer qui tu es, ça peut changer ton regard. C'est un choix, c'est un acte, c'est une transgression, c'est une liberté de pouvoir passer 10 minutes dans un livre, dans un autre monde, sans se laisser polluer par tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Un livre, c'est aussi la possibilité de l'altérité, finalement. Là, et de la rencontre et du partage, là où aujourd'hui, je trouve qu'on est malheureusement plutôt dans un monde où c'est l'un contre l'autre, et non pas l'un avec l'autre. Donc oui, c'est tout un monde, un livre. D'ailleurs, il y a une phrase moi, que j'adore de Ricoeur qui dit que c'est le lecteur qui achève l'œuvre. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai. C'est limpide. Est-ce que tu arriverais à me citer les 3 livres les plus importants dans ta vie aujourd'hui? Je sais bien que dans un an ou il y a un an, les réponses pourraient être complètement différentes. Mais si tu devais partir au bout du monde et ne garder avec toi que 3 livres, est-ce que tu... Alors, est-ce que c'est que de la fiction? C'est ce que tu veux. C'est ce que je veux? Ce qui compte pour toi, ce que tu aurais besoin de garder près de toi. D'accord. La Pléiade Carnet de Camus, pour le coup. Sans doute d'ailleurs avec les 2 exemplaires, parce que tu sais, il y a ces deux différents, les carnets des différentes années, quoi. Donc, Ok. voilà. En fait, c'est trop pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des livres, c'est trop. Donc il faut du temps. Camus, je te jure, tu lis. Tu peux pas le lire. Alors ça, j'ai pas lu en intégralité, mais même les carnets que je lis, que je relis, ou Noces, je ne peux lire qu'une page ou 2 parce que c'est trop. C'est trop beau, c'est trop puissant, c'est trop émouvant, trop inspirant. Oui, puis ça permet de faire durer la rencontre aussi, de C'est ça. pas tout manger immédiatement. C'est ça, C'est exactement. pas mal. Ouais. C'est très important. Donc je reviendrai à celui-là, ça c'est sûr et certain. Ah, c'est dur ta question. Alors ça dépend un petit peu de pourquoi je serais capable de... Enfin, pourquoi je serais obligé de partir à l'autre bout du monde. Mais du coup, je te dirais quand même peut-être mon fameux Comte de Monte Cristo. Bah oui. Parce que peut-être que si je pars, parce que je sais pas, je me suis fait larguer, tu vois, abandonné, j'ai tout perdu, trahi, tu vois, peut-être que j'aurais besoin de ça. Bon, le 3e, je pense que quand même, ce serait le Quarto Robert Laffont de Sagan. Je crois que ce serait celui-là parce que à la fois dans l'écriture de Sagan, c'est merveilleusement écrit, il y a un vocabulaire incroyable, c'est une leçon d'humilité. C'est-à-dire que dans son vocabulaire à elle, il y en a où elle te dit que c'est pas possible, quoi. Ce que j'emmènerais vraiment, c'est j'ai une version qui date de la date de sortie de ce livre-là, qui est à mon avis son meilleur livre, de 1972, un peu de soleil dans l'eau froide. J'ai la version Flamme à rayon, années 70, voilà, j'emmène celle-là. Vraiment. Ok. Donc c'est les 3 livres, c'est ça. Félicitations, tu as répondu à la question. Pour terminer, on a imaginé une sorte de passeport littéraire, qui est une série de questions qu'on pose un peu à tout le monde. Ouais. Sacha Perrine, si tu étais un titre de livre? Ah bah, un peu de soleil dans l'eau froide. C'est très beau, justement, j'allais réagir quand tu l'as cité juste là. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que... mais ça raconte l'histoire d'un homme qui fait une dépression, en fait. Et comment il va vivre tout ça, comment il va traverser tout ça.
Et ce titre, si ma mémoire est bonne, ça doit être encore un poème, parce que souvent elle va chercher dans les poèmes, est-ce que c'est du Éluard, je ne sais plus. Tu as des titres qui contiennent en eux toute la vie, en fait. Toutes les questions, tout ce que tu traverses dans ta vie, toutes les questions existentielles. Il suffit d'un titre. Toi, tu prends tous les titres, Bonjour Tristesse, Le lit des faits, Aimez-vous Brahms, et puis un peu de soleil dans l'eau froide, La chamade, mais un peu de soleil dans l'eau froide, c'est un de ses meilleurs titres. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la vie, sinon quand même beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de trahisons, beaucoup de souffrances, et en même temps, y croire et avancer quand même, c'est penser qu'il y a toujours un peu de soleil dans l'eau froide et que des moments qui valent d'être vécus et qui font que la vie, on ne peut pas ne pas la vivre, tu vois. Enfin, quelque chose comme ça dans ce titre. Voilà, mais ça marche quasiment pour tous ces titres et puis il se trouve que ça marche pour beaucoup de grands livres en fait. Si tu étais un héros ou une héroïne de roman? Qui est un polar, une série que j'adore, que tu connais peut-être, mais qui est la trilogie Fabio Montal, de Jean-Claude Izzo. Et alors là, je dirais Fabio Montal. Parce que, alors tu l'auras compris, moi j'aime bien les personnages fêlés, abîmés, voilà, c'est ce qui me touche le plus, ce qui m'intéresse le plus, dans la vie aussi d'ailleurs. Et Fabio Montal, c'est un flic marseillais, complètement paumé, qui n'arrive pas à rester avec une nana, qui boit trop, qui est dans la fuite, et qui en même temps est un héros parce que voilà, il essaie de résoudre des enquêtes. Alors après, il est même plus flic parce qu'il a perdu sa place. C'est sur 3 livres en fait, mais on le trouve en folio. D'ailleurs, je dois l'avoir là-bas. J'arrive, ne bouge pas. Ok. Parce que je l'ai là, et d'ailleurs, comme c'est un livre que j'ai relu il n'y a pas longtemps, j'aime bien qu'on en parle, tu vois. Là, c'est ça. Ok. Un folio policier. Voilà. C'est un personnage absolument génial. Et attends, je vais te lire parce que ça va pas être long. Moi ça me va, j'ai tout mon temps. Il y a une phrase que j'ai notée en le relisant. Et tu vois, ça c'est typique du livre que tu relis où tu trouves des nouvelles choses. Alors, Fabio Montal. Oui. Nous n'avions rien à perdre puisque nous avions déjà tout perdu. Voilà. C'est magnifique. J'adore. Tu vois, voilà, ça commençait comme ça. Ici, dans ce bar, chacun savait bien pourquoi il était de Marseille et pas d'ailleurs, pourquoi il vivait à Marseille et pas ailleurs. L'amitié qui flottait là dans les vapeurs d'anis tenait dans un regard échangé, celui de l'exil de nos pères. Et c'était rassurant, nous n'avions rien à perdre puisque nous avions déjà tout perdu. Donc voilà, tu vois... Ce héros-là, ça me va. Ouais. Je serais ce Fabio Montal, je l'aime beaucoup, et alors il meurt pas à la fin. Donc il prend une balle, il se barre sur un bateau... Mais ne nous dis pas tout, enfin, Pardon. Sacha. Pardon. Tu le sais peut-être si tu as écouté les précédents épisodes, la particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question sans savoir quelle serait pour toi. C'est Alexandra Kozelik, qui est une romancière que tu connais, que j'ai rencontrée récemment, qui te pose la question suivante, Sacha, pourquoi écrire de nos jours? C'est une grande question, extrêmement complexe, on pourrait passer des jours à y répondre. Et tu ne peux y passer que 5 minutes. Non, je plaisante. Mais j'y ai effectivement réfléchi, mais tu vois, ça ne m'a pas... Alors, je commencerai par répondre « je ne sais pas », et puis après, on va essayer de dire autre chose. Je répondrai peut-être, mais est-ce que vraiment il y a autre chose à faire que d'écrire de nos jours? Et je ne crois pas. Je pense que c'est la seule chose à faire. Tu vois? C'est ta réponse. Au-delà de à cette question, c'est ta réponse pour la vie en général, écrire. Ouais. Ça me va comme réponse. Ouais. À ton tour, il faut que tu poses une question sans savoir pour qui elle sera. Donc on sait les précédents, Olivier Véron, Alexandra. Alors c'est une question que je me pose à moi, donc je la pose à cette personne. Très bien. Est-ce que tu penses qu'écrire peut sauver le monde? Je note. Est-ce que tu penses qu'écrire peut sauver le monde? C'est parfait. T'as une réponse toi à ta propre question? Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Mais qu'on pourrait dire l'écriture et la lecture peuvent sauver le monde. Et j'ai une toute dernière question pour te laisser tranquille. Parmi les livres dont tu m'as parlé, ou d'autres dont tu ne m'as pas parlé d'ailleurs, si tu devais m'en conseiller un à moi, un qu'il faudrait que je lise absolument, ce serait lequel? Alors, il y en a un que je te conseillerais, mais tu l'as déjà lu, c'est L'éloge du risque.
d'Anne Dufourmentel. C'est tellement beau. Mais pour moi, c'est un des J'aime livres cette robe. les plus extraordinaires que j'ai lus dans ma vie. D'ailleurs, j'aurais dû le citer avant. Mais vraiment, voilà, moi je te dirais ça, mais tu l'as déjà lu. L'éloge du risque, je trouve que c'est un des trucs les plus extraordinaires que j'ai lus ces dernières années. Tout à fait. Au risque d'inviter une femme à danser un rock et lui chuchoter « fermez les yeux », au risque de partir en voiture pour aller dîner en ville et finir à Rome le lendemain après avoir roulé toute la nuit parce qu'on a changé d'idée, au risque des nuits blanches, au risque d'écrire à un prince inconnu une lettre d'amour à partir d'un presque rien qui vous aura traversé dans une fulgurance inconnue de vous jusqu'alors, au risque de ne pas cesser de faire l'amour, au risque de prier sans le secours d'aucun dieu ou même avec, au risque de l'amitié cachée, folle, éperdue, infinie, pire qu'un amour, au risque de l'ennui et aimer cet ennui sans secours, au risque de marcher seul dans une ville et attendre que survienne à cet instant le sens de toute une vie, savoir que le lendemain tout disparaîtra, au risque de prendre sur soi la responsabilité d'évoluer à un autre, tout sauf un principe de précaution, au risque de ramasser sur la plage des petits cailloux de verre dépolis par la mer et de les disperser ensuite le soir, au risque de la joie. Anne Dufourmentel, Éloge du risque, édition Rivage. Donc moi je te Je dirais te ça. remercie de m'avoir cité ce livre. Je te dirais ça, et alors peut-être un livre que tu n'as pas lu. Ah bah voilà, si, La Ah. Fêlure. Ah oui, La Fêlure, Voilà, mais La bien Fêlure. sûr. Tu lis La Fêlure. La Fêlure, je le lirai parce que j'adore le titre. Voilà. Ça fait très superficiel de dire ça. Non, mais c'est... Lis-le. Mais je le lirai. Vraiment, ça c'est génial. On a respecté le timing. Ouais, c'est bon. Un grand merci Sacha, je suis ravie de t'avoir rencontré Moi aussi. en vrai. Moi aussi. Et À très bientôt. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Sacha Perrine. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.lesgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la rencontre d'une autre bibliothèque et belle journée dans les livres.